Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Nous revoilà encore parmi vous, toujours dans la continuité, et nous voici sur donc la deuxième vidéo de la formation Al-Jusur. Et donc, on a vu sur la première vidéo les conseils qu'on apporte au muallim sur sa façon d'être, sur son attitude, sur sa posture, sa patience. Et donc voilà, on va pouvoir commencer la deuxième vidéo dans laquelle on va pouvoir parler de la gestion de la classe. On sait très bien qu'il y a un muallim et puis il y a toute la classe et il nous faut donc un équilibre entre les deux pour pouvoir transmettre notre cours dans les meilleures conditions. Alors dans la gestion de la classe, on va pouvoir donc apporter des conseils qu'on a extraits de notre propre expérience et qu'on a donc aussi apporté de plusieurs enseignants et enseignantes qui sont dans le domaine depuis donc très longtemps. On va pouvoir commencer, Inch'Allah. Le premier conseil qu'on va donner pour la gestion, une bonne gestion de classe, on va parler de l'emplacement des élèves. Alors l'emplacement des élèves, il est très important. Alors pourquoi? Puisque on n'a qu'un seul enseignant et on a plusieurs élèves. Ces élèves-là ne sont pas les mêmes. On doit être plus proche de certains, un peu moins de certains d'autres qui sont plus indépendants, d'autres qui ont besoin de plus d'attention, et d'autres qui ont tendance d'être turbulents, etc. Et donc la place de ces élèves dans la classe peut donc influencer leur comportement et peut aussi influencer leur rendement. Et donc, on va pouvoir aborder ce sujet-là. On va commencer, Inch'Allah, donc par la première, cette première photo, qui va donc parler, qui va illustrer l'emplacement des élèves au début de l'année. Il est conseillé qu'au début de l'année, l'emplacement des élèves soit de cette manière, à ce que les tables soient rangées comme dans une salle de réunion. Pourquoi? On en reviendrait bien sûr juste après, puisque dans cette première partie de l'année, c'est le moment où on va gérer toute l'année, le moment où on va installer plusieurs choses. J'en reviendrai juste après, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais en tout cas, il est fortement conseillé que les tables soient rangées de cette manière dans, on va dire, le début de l'année, les 2 voire même 3 premières semaines de l'année. Une fois donc ces 3 semaines passées, on va donc pouvoir adopter cette manière, donc ce rangement des tables et des chaises pour les tout petits. Celle-ci, c'est la classe donc, des tout petits, des maternelles, voire même le CP. On va pouvoir les mettre sous des différents groupes. Donc on va pouvoir faire des groupes, le groupe, on va dire, jaune, le groupe bleu et puis le groupe vert par exemple. Alors ça aide beaucoup les élèves à s'adapter puisque quand on est dans un petit groupe, on a besoin de moins d'efforts d'adaptation puisqu'on se retrouve rapidement dans son petit groupe et puis on va rapidement retenir le prénom des élèves de son propre groupe et puis on va s'élargir petit à petit pour le reste de la classe. Et donc il est conseillé cette façon de placer les tables pour les tout petits. Pour les grands, en revanche, on va plus partir sur ce type de table. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, c'est déjà, l'élève il est beaucoup plus indépendant et on considère un élève comme un adulte tout simplement hein. À partir de CM1, on a besoin de traiter l'élève de cette manière et donc on a besoin de mettre les tables de cette manière. Attention à toujours laisser de l'espace entre chaque rangée pour que la muallima puisse circuler un peu partout dans la classe puisqu'on a besoin que le muallima circule un peu partout pour que une muallima qui circule, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est une muallima qui impose sa présence et les élèves ils savent très bien qu'elle peut arriver à n'importe quel moment et donc ils font très attention à leur travail. Ils ne se laissent pas distraire. Et puis, ici, dans ce type de classe, on va pouvoir placer les élèves. Alors, pas de n'importe quelle manière, il va falloir prêter attention à leur attitude, à leur travail pour pouvoir savoir quel type d'élève on a pour pouvoir le placer dans la classe d'une manière à ce que son rendement soit au maximum. On vous propose cette manière de placer les élèves, celle-ci. Quand on aurait, donc pendant les 2 premières semaines de cours,
on arrive à connaître un peu nos élèves. Donc on arrive à savoir, à connaître les élèves qui ont plus tendance à trop parler, des tendances à parler fort, des tendances à bouger sans autorisation, etc. Et on reconnaît les élèves qui arrivent vraiment, qui sont très indépendants, qui arrivent à comprendre facilement et à avancer le travail seuls, ils n'ont pas besoin d'être surveillés par rapport à leur travail. Et on identifie les élèves que eux, en revanche, ont besoin de plus d'aide, plus d'attention pour pouvoir donc avancer dans leur travail. Et puis on remarque ceux qui sont donc dans la moyenne de la classe, ils n'ont ni besoin de beaucoup de travail, ni de moins, ils sont donc dans la moyenne. Alors ici, on va placer de cette manière. Le cadre vert serait réservé pour les élèves donc, qui sont plus indépendants, les élèves qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications pour être indépendants au niveau de leur travail, et donc on les place plus vers l'arrière. Bien sûr, c'est leur taille leur permis. S'ils sont très petite taille, il va falloir adapter ça. Mais en général, on pourrait donc les poser quand ils sont de taille moyenne, on pourrait les mettre derrière. Dans le cadre jaune, on va plus mettre les élèves qui sont ils ont tendance à parler fort, ils ont tendance à vouloir perturber le cours. Ces élèves-là, quand on les met ici au milieu de la classe, ils se sentent observés et donc ils se sentent cadrés, ils font plus attention à leur comportement. On ne les met pas derrière parce que ce type d'élèves, ils vont préférer plutôt les places arrière pour se sentir plus libres justement. Eh bien, il ne faut pas les laisser rester derrière, il va falloir les mettre au milieu. Alors attention, il ne faut pas les mettre devant non plus, puisque devant, ils donnent le mauvais exemple et tout le monde les observe. Donc le mieux, c'est vraiment de les mettre au milieu de la classe. Et puis le cadre bleu donc, serait réservé pour les personnes qui ont besoin de plus d'explications, qui ont besoin de plus d'attention et pour compléter leur travail, et donc ils ont besoin un peu plus de temps pour être indépendants. Et donc ces élèves-là, on les place d'une manière à ce qu'il y a toujours un qui a besoin de beaucoup d'efforts et l'autre qui est un peu moyen. Attention, on ne met pas ces élèves qui ont besoin de beaucoup d'explications à côté de quelqu'un qui est très indépendant, ceux qui sont dans le cadre vert. Pourquoi? Puisque ça déstabilise la personne qui a besoin de plus d'explications, ça le démotive quand il voit qu'à côté de lui, il avance dans son travail et surtout que, ben, en fait, ça lui donne pas envie de pousser ses limites et donc ça le pousse à abandonner. Alors que quand il est avec quelqu'un qui est de moyen, eh bien en fait, il peut pousser ses limites pour le rattraper puisque l'écart n'est pas vraiment très large. Et donc voilà pour l'emplacement de classe qu'on conseille donc pour le muallim qui va l'aider à mieux gérer sa classe. On va pouvoir passer donc à un deuxième point, les règles de vie. Alors les règles de vie sont très importantes puisque une classe sans règles de vie, c'est comme un pays sans loi. Donc vous imaginez que tout le monde peut se permettre de faire ce qu'il veut, tout le monde peut se permettre donc en fait, il faut se dire dans sa tête qu'un élève, il est ignorant tant qu'on ne l'a pas prévenu. Et donc un élève ne sait pas forcément comment ça doit être, comment ça doit être géré, il ne connaît pas ce qu'il en vit. L'envie de Muallim, c'est quoi ses cadres, c'est quoi ses limites. Eh bien les règles de vie de classe, ils viennent justement pour justement imposer ses limites, pour tout simplement imposer un cadre dans la classe. Et toutes les classes ont besoin de ces règles de vie de classe. Ça n'a rien à voir avec les règlements intérieurs de l'école. Toutes les écoles ont un règlement intérieur. Et puis ces règles de vie de classe ne sont pas non plus générales à tous les profs. Chaque prof peut s'imposer ses propres règles de vie de classe. Le but de ces règles, c'est vraiment pour garder une vie harmonieuse et puis une classe bien gérée. Eh bien, regardez, ça, c'est l'exemple d'une classe qui n'a pas de règles de vie de classe. C'est vraiment le chaos. Après tout, qui va, qui va empêcher les élèves de faire ça puisqu'ils n'ont jamais été prévenus de ce qui est interdit ou pas? Un élève, tout est permis tant qu'on ne lui a pas prévenu du contraire. Et donc, pour éviter à ce qu'une classe soit vraiment chaotique comme celle-ci, et avoir une classe très homogène, bien rangée, toutes les choses et là sont à leur place et que tout est bien encadré, eh bien, il va falloir donc mettre en place les règles de vie. Et quand est-ce que ça se met ces règles de vie? Ils ne se mettent pas au milieu de l'année puisque les élèves ils auraient déjà adopté des mauvaises habitudes. Et donc il va falloir faire ça dès le début de l'année. Vous vous rappelez, dans la période où on met les tables de cette manière, eh bien en fait c'était pour ce but-là. À cette période-là, la muallima, elle va pouvoir discuter plusieurs choses avec ses élèves. Elle va pouvoir, en tout cas,
parler de plusieurs choses qui vont l'aider à gérer sa classe, mais deux choses qui sont très très importantes dont on doit parler, c'est le contrat de la classe et les règles du vide classe. Donc ce seront des choses qui vont être discutées, qui vont être votées, pourquoi pas être choisies, et puis le malima va pouvoir partager ça avec ses élèves. Et une fois fini, le malima va pouvoir donc accrocher ces deux listes dans la classe d'une manière à ce que ce soit visible pour tout le monde. Ah bon, l'imam va pouvoir ranger ça après le cours si c'est pas sa classe habituelle ou le mettre dans son casier, elle est libre. Mais en tout cas, chaque cours, ça doit être visible pour que tout le monde se rappelle qu'il y a des règles de vie de classe et que tout le monde s'est engagé dans cette classe. Dans le contrat de la classe, c'est un engagement. Et donc l'élève, il va s'engager à respecter la muallima, respecter les lieux, respecter ses camarades, etc. Et donc pourquoi pas le signer par tout le monde à la fin. Voilà. Le troisième point dont on voudrait parler pour la gestion de la classe, c'est la gestion de l'insolence et de la perturbation des élèves. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, c'est quelque chose qui est très désagréable, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir gérer pour garder une belle, on va dire une vie harmonieuse dans sa classe. Alors pour cela, la meilleure chose donc pour éviter cette perturbation des élèves et ces insolences, puisque en réalité on a tous peur d'avoir une classe comme celle-ci, une classe qui ne respecte rien et que ça devient un chaos, et bien tous les malins ont peur de ça. Et bien pour éviter ça, la meilleure chose c'est d'abord de prévenir avant de guérir. Et bien pour prévenir, il va falloir savoir c'est quoi les raisons de l'insolence et de la perturbation. Les raisons de l'insolence et de la perturbation sont en général visibles rapidement quand on est dans sa classe. En général, les perturbateurs, ils se limitent à une de ces six cas. Soit on est perturbateur puisqu'on refuse complètement l'autorité du prof, soit on est perturbateur parce qu'on a des problèmes qui sont externes à l'école, des problèmes qui peuvent être psychologiques, dus à sa famille, dus à plusieurs choses, l'environnement dans lequel l'enfant y vit. Soit donc c'est dû au fait que l'élève il se sent trop grand pour la classe, il est très âgé pour cette classe et puis il se sent vraiment, eh bien il a envie de trouver une place de chef, de gérant puisqu'il se sent plus vieux que tout le monde dans la classe. Soit pour un élève qui n'est pas du tout bien dans sa classe, donc il se sent pas bien, il ne trouve pas sa place, il n'est pas bien dans la classe. Soit un élève qui est complètement désintéressé du cours, ça l'intéresse pas, donc c'est pas son truc, et puis du coup, bah, il préfère parler, discuter, faire autre chose que de s'intéresser à ce cours. Et puis, un très dernier cas, bah, un élève qui s'ennuie au point de s'endormir, et bien sûr, ils s'endorment pas toujours, mais ils vont plutôt occuper leur temps à faire autre chose. Eh bien, ces six cas-là, ce sont en général les cas qui vont causer cette perturbation dans la classe et cette insolence dans la classe. Sachez que, mis à part ce cas qui est d'un refus d'autorité de prof qui a besoin de plus de correction et qui a besoin de choses, ici, rien qu'avec l'adaptation, on va dire que la classe en elle-même et le muallim, on est pour pas mal de choses. Alors, ici, par exemple, le muallim, eh ben, il en est pour pas mal de choses. Un enfant qui s'ennuie, c'est qu'un enfant qui n'a pas été occupé. Un enfant que le muallim a échoué de lui donner des tâches à ce qu'il soit occupé en permanence. Il ne faut pas laisser de temps aux enfants de s'ennuyer, sinon ils vont y aller, se diriger vers autre chose, parler, jouer, etc. Et on ne peut pas trop leur en vouloir parce qu'un enfant qui reste à rien faire, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc il va absolument trouver autre chose à faire. Deuxième cas, et donc celui-là, pour corriger son insolence et puis sa perturbation, il va falloir l'occuper seulement. Et si ce cas-là, cet élève désintéressé, il faut chercher les causes. Pourquoi il est désintéressé? Et bien la plupart du temps, le prof, il en est pour pas mal de choses aussi. C'est quoi? Ben en fait, en général, un élève désintéressé, c'est un élève que tout simplement ce qu'on lui propose comme travail, soit il est trop facile pour lui, soit il n'est pas adapté à son âge. Imaginez un enfant de 13-14 ans, on va lui donner par exemple à réécrire les lettres. Bah forcément, il va s'ennuyer. Et il va être désintéressé puisqu'il va trouver que c'est pas du tout adapté à son âge. Et donc ici,
Al-Jussour, il vous propose des livres qui sont vraiment donc côté exercice et côté activité qui sont vraiment adaptés aux âges puisqu'on a cherché vraiment dans tous les activités proposées et en fait on a vraiment fait attention à ce qu'on adapte nos activités à chaque âge et à chaque classe et chaque niveau pour que les élèves justement ne se retrouvent pas dans cette situation. Cet élève, eh bien, en fait, le Mouallim pourrait résoudre ce problème puisque cet élève, en général, si elle est dans cette situation, c'est parce que elle est peut-être forcément, elle est embêtée par les élèves de sa classe. Et puis, elle ne se sent pas avoir une place dans la classe. Ces genre d'élèves, quand elle va commencer à être perturbatrice et insolente, eh bien, il va falloir chercher de côté des élèves. Si elles s'en sentent bien dans sa classe, si les élèves ne l'embêtent pas, si, et en fait, le Mouallim pourrait ce type de personne, le muallim devrait l'encourager plus souvent. Il devrait donc attirer, lui donner plus d'attention et essayer de l'encourager, le pousser à participer en classe, à lui donner envie de trouver une vie dans cette classe. Ce type d'élève, on pourrait aussi corriger cette perturbation en lui donnant de la responsabilité. Ce type d'élève, il a besoin de trouver une place, on va dire, de plutôt pas d'élève, mais on va dire, de quelqu'un qui va aider le muallim, c'est-à-dire quelqu'un qui va trouver une place qui est juste en dessous de le muallim, mais pas non plus au niveau des autres élèves qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Donc cet élève-là, le muallim, il pourrait donc lui demander son avis sur certaines choses, lui donner des responsabilités, lui demander donc de l'aider sur pas mal de choses, lui donner tout simplement une place et le responsabiliser pardon, dans la classe. On va arriver à ça plus tard, vous allez voir, j'ai laissé tout un chapitre sur la responsabilisation des élèves. Ce type d'élève, eh bien, il va falloir discuter avec lui et pourquoi pas parler avec ses parents pour chercher d'où il vient le problème. Puisqu'on voit rapidement que cet élève, il est dérangé et que ça n'a pas forcément à voir avec la classe, ça veut peut-être à voir avec son environnement à l'extérieur de la classe, d'où l'utilité de parler avec les parents pour pouvoir trouver une solution et pouvoir débloquer ce type d'élève. Celle-ci donc refuse l'autorité de Mouallim. Il va falloir donc donc discuter avec elle, savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ce refus de l'autorité de Mouallim, voir est-ce que ça vient pas de la posture de Mouallim, de la manière d'être de Mouallim. Une fois qu'on a donc testé toutes ces solutions avec ces élèves-là et qu'on n'a pas trouvé de solution et que donc la perturbation et l'insolence, elle va continuer, moi je donne la certitude que c'est pas parce qu'on a essayé de prévenir qu'on va pas en avoir, bien sûr, il va en avoir. Et donc, mais on va en avoir beaucoup moins si on a essayé de corriger les sources, on va dire, de cette perturbation. Et donc, une fois qu'on a on va emprunter toutes ces pistes, il nous resterait donc la dernière piste, et donc celle de définir un tableau des sanctions déjà avant. C'est-à-dire que quand le muallim il a donc subi une insolence ou une perturbation dans sa classe, il ne sera pas en mesure de prendre des décisions qui sont correctes, des décisions qui sont donc sages, on va dire, par rapport à la sanction qui va faire subir les enfants. Et donc, il va falloir faire attention à ça et on conseille vivement d'avoir un tableau de sanctions qui est prédéfini bien avant et qui donc, pour chaque transgression, il y a une sanction qui a été prédéfinie auparavant. Et donc, ça serait mieux même d'en parler avec les élèves et que les élèves le sachent très bien qu'à chaque transgression, il y a on va dire, sanction qui est adaptée et qui est déjà connue par l'élève lui-même. Vous savez, ça aide beaucoup l'élève à reconnaître à reconnaître, on va dire, sa transgression lui-même, à reconnaître sa faute lui-même, puisque on l'a déjà prévenu auparavant. Il sait très bien la sanction qu'il mérite. Et puis en même temps, ça aide beaucoup l'élève à ne pas en vouloir au prof, puisqu'il saurait que, bah, en fait, c'est pas le prof qui a pris la décision, mais c'était le tableau qui a été déjà prédéfini auparavant, auquel il a déjà participé et auquel donc il aurait même peut-être, pourquoi pas, voté sur les sanctions choisies et que toute la classe aurait choisi les sanctions adaptées à chaque transgression. Et donc, d'où l'utilité de ça.
Et par rapport à ça, il faut faire très très attention au niveau des sanctions, puisqu'on ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut. Les sanctions doivent être correctionnelles. Les sanctions doivent être respectées pas mal de choses. On trouve donc utile de vous rappeler cette règle qui est donc dans la loi, que les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève, sa dignité, sont proscrites donc en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves. Et donc cette loi, on doit la respecter, puisque les punitions ne doivent pas être une vengeance, mais plutôt il va dire, quelque chose qui va décourager l'enfant à reproduire tout simplement la transgression qu'il vient de commettre. Pour donc aider les muallimines, on a mis dans Dalil Muallim tout un ensemble de punitions qui sont complètement interdites dans la loi française. Et puis on a aussi même fait, on va dire, pour chaque transgression, on a fait donc un dégradé, on va dire, de punition pour respecter, on va dire, la gravité de la punition et ne pas non plus infliger des sanctions qui sont très très graves alors que très très on va dire pour des transgressions minimes. Voilà, donc on a mis ça pour aider le muallim à bien choisir sa sanction et ne pas non plus dépasser les limites avec ça. Et donc on va arriver au dernier point sur lequel on voudrait vous parler pour une meilleure gestion de la classe. Il va falloir responsabiliser les élèves. Et oui, parce que la classe, c'est pas non plus que on va dire, c'est pas non plus que l'entreprise de Mouallim seul. C'est tout simplement le projet et l'entreprise de tous les élèves, et c'est à tous les élèves d'y participer pour sa gestion et pour sa réussite. Et donc, d'où l'utilité de responsabiliser les élèves. Et pour cela, on vous propose en fait plusieurs métiers qu'on a mis donc dans plusieurs fonctions, on va dire, qu'on a mis dans Dalil Muallim, qu'on va pouvoir proposer aux élèves pour que on va les occuper. Ces fonctions doivent être distribuées au début de chaque semaine ou voire de chaque 15 jours pour que les élèves, ça peut éviter vraiment beaucoup de perturbations dans la classe puisque chacun connaît son métier ou sa fonction dans la classe et puis il n'y a pas cette dispute sur quelques fonctions que les élèves ils aiment bien faire. On peut aussi utiliser ces responsabilisations pour, on va dire, intégrer dans les sanctions. Un élève qui n'a pas fait son travail correctement peut être privé de sa responsabilité. Vous savez, les enfants, quand on les responsabilise, c'est un honneur pour eux et il se fait un plaisir de participer dans la gestion de la classe. Pour cela, donc, on va vous proposer plusieurs métiers, hein, je vais les mettre de cette manière-là. Et donc, on a la fonction de guide des rangs, celui qui va donc gérer les rangs en sortant et en entrant dans la classe. Donc, le chercheur, celui qui est le seul qui a le droit d'ouvrir le livre quand on n'arrive pas à trouver un mot. Par exemple, le mu'allim va dire le mot mu'allim et il n'y a personne qui sait ça veut dire quoi le mu'allim. Le seul qui a le droit d'ouvrir le livre et de regarder la traduction, ce serait lui, par exemple, ou pour voir ça veut dire quoi. Il y a le facteur qui va donc faire la correspondance entre la muallima et la direction, les muallimines entre eux. C'est lui qui est le seul qui a le droit d'observer l'heure. Quand le muallima elle dit vous avez 10 minutes pour finir le travail, donc c'est celui-là qui a ce badge-là qui va pouvoir donc observer pour dire c'est fini ou c'est pas fini pour pas que ça soit non plus chaotique dans la classe. Celui qui va donc garder les élèves après que le muallima, quand elle a par exemple les petites courses à faire rapidement auprès de la direction ou voir rapidement quand elle l'a occupé. C'est lui qui va donc s'occuper de garder les élèves et donc prendre la place de l'muallima pour dire qui aurait donc pour gérer la classe en absence de l'muallima. Et puis celui-là qui va donc être celui qui va s'occuper de tableau, celui qui va donc effacer le tableau, nettoyer donc à chaque fois le tableau. Donc c'est un plaisir qui se font les élèves quand ils ont ces fonctions-là. Et donc on propose même de faire pendant les 2 semaines de cours, les premières 2 semaines de cours, de réaliser les badges de chaque métier, de chaque fonction, et que l'élève il doit donc porter ce badge pendant la période où il est donc où il va assurer cette mission. Et donc, quand les élèves ils font les badges eux-mêmes, eh bien, ils en prennent bien soin puisque c'est le fruit de leur travail. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour donc, sur les conseils qu'on va apporter aux élèves, aux muallim pour la gestion de sa classe. J'espère que ça vous a été utile. On va pouvoir, Inch'Allah, après cette vidéo, commencer directement les vidéos qui vont parler de contenu de livre et comment le transmettre.
Merci, barakallahu fikoum, et à bientôt sur la prochaine vidéo.